Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 89. Aujourd'hui nous sommes vendredi et le vendredi c'est un tour d'horizon complet sur les cryptos. Donc nous allons voir les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, les cryptos tendances, l'actualité crypto, etc. Bon ensuite ça va être assez rapide tout de même, hein. Je sais que vous êtes en vacances donc je ne vais pas vous prendre non plus trop de temps, surtout que le marché il n'est pas fou. Donc je vous propose d'ailleurs de démarrer dès maintenant. Allez on y va. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, franchement, j'ai l'impression d'être lors du dernier Kaiser News. Bitcoin 29 360, pareil, on se bat pour atteindre les 29 500. Ethereum 1843. Donc franchement, on ne cherchait pas trop loin, ça n'a pas vraiment évolué. Capitalisation du marché crypto global à 1 heure du matin, à la clôture, 1219 milliards de dollars, donc régression de 0,3% versus 0,42% la veille. Le Bitcoin, lui, 0,39%. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le Bitcoin, il a régressé de 0,39%, l'Ethereum 0,20% et les altcoins 0,25%, c'est quand même pas fameux. Donc au final, ça veut dire quoi quand même que le Bitcoin a plus régressé que le reste. Donc ça veut dire forcément que là, voilà, au niveau de la dominance, petite baisse ici, au niveau de la bougie verte. Bon, je pense quand même que la dominance devrait encore baisser d'ici la fin du mois, nous verrons bien. Côté sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, 2 places en moins, ça fait quoi? 51, 51 c'est presque 50, 50 c'est un peu entre les deux, l'indécision, on ne sait pas trop, c'est ni peur ni euphorie, et c'est un peu ça, c'est un peu le range en fait, hein. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, donc on attend. Voilà. On attend quoi? On attend des éléments externes, des catalyseurs ou des choses comme ça. Et ça se voit hein, dans l'évolution de l'index et Fear and Greed, hein. Regardez sur 200 jours, et regardez, là maintenant c'est horizontal la trendline, on est à 58, et depuis février 2023, voilà, on oscille entre cette trendline. Voilà. Donc c'est comme ça, mais bon. C'est un Dupont aussi hein, quand on est comme ça. Ça veut dire que voilà, on est dans des espèces de range et dans les ranges, forcément, c'est pas des tendances baissières, c'est pas des tendances haussières. Là c'est jackpot. C'est pas des tendances baissières où tout part à la cave. Là c'est très compliqué. On est dans une espèce de range et c'est là que finalement il y a des altcoins qui peuvent pumper et c'est pour ça qu'il faut les choper. C'est ça qui est super important. Allez, je continue maintenant avec... nous sommes le vendredi, donc on aura le Rainbow BTC. Je vais passer très très rapide, parce que à chaque fois que je réexplique ce que c'est, le but c'est pas de réexpliquer à chaque Kaiser News, hein. Représentation graphique du Bitcoin qui alterne à la fois les bull market et les bear market, comme on peut le voir ici. Voilà, avec les périodes de halving qui sont séparées de 4 ans. Ce qu'on remarque, c'est qu'après le halving, on a des bull runs. En tout cas, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Le prochain halving, il aura lieu en mars-avril 2024. Donc en théorie, juin-juillet 2024 devrait débuter le prochain bull run. Est-ce qu'il sera puissant ou non? Je pense qu'il sera assez puissant, en tout cas plus puissant que celui-ci, donc à peu près comme celui-ci et celui-ci, c'est-à-dire qu'il ira à mon sens jusqu'au sommet de l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce qu'on aura maintenant les institutionnels qui seront rentrés dedans, sous réserve que les ETF Bitcoin Spot soient bien acceptés par la SEC. Ça, nous verrons bien, mais avec le nombre de demandes d'ETF, ça m'étonnerait que la SEC refuse toutes les demandes d'ETF Bitcoin Spot. Surtout qu'il y a BlackRock qui est dans le game. Je vous ai mis ici les petits indicateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à aujourd'hui, la limite base de l'arc-en-ciel ici est de 17 318 dollars. Ça veut dire que je pense que le Bitcoin ne peut pas aller en deçà de cette valeur maintenant à date et ne pourra plus aller en deçà de cette valeur. Et ceci en basant sur le fameux Rainbow, hein. On n'a jamais eu ce cas-là depuis la création, donc ça serait une première et la probabilité est à mon sens beaucoup trop faible. Par rapport à cet indicateur ici, les 20 035, c'est à la fin de l'année, à mon sens, le Bitcoin ne pourra plus aller en dessous des 20 035 dollars. Je continue maintenant, vu que nous sommes vendredi, avec l'analyse des saisons crypto. Dans ce graphique-là, on voit bien les alternances. Déjà, à la lecture, on voit bien qu'il y a des cycles, hein. Donc ici, altcoin saison, ici Bitcoin saison. On voit bien qu'on oscille entre la altcoin saison et la Bitcoin saison, hein. C'est vraiment flagrant. Alors, qu'est-ce que la altcoin saison et la Bitcoin saison? C'est pas compliqué. Je vais prendre les 50 premiers altcoins et je vais regarder dans ces 50 premiers altcoins quel est le pourcentage d'altcoins qui performe plus que le Bitcoin. Si on a 75% et plus qui performe plus que le Bitcoin sur les 90 derniers jours, alors je vais dire qu'on est dans la altcoin saison. A l'inverse, si on a moins de 25%, nous serons dans la Bitcoin saison. Aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, ces derniers temps, j'ai envie de vous dire, on est allé super bas dans la Bitcoin saison. C'était vraiment Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin partout. Et tellement bas qu'on n'a même pas eu ce niveau-là depuis 2019. Vous voyez, donc c'était quand même très très bas. Depuis, on retente péniblement de s'extraire de la Bitcoin saison, comme vous pouvez le voir ici, avec une belle remontada qu'on a eu ici.
Et là, maintenant, on va recommencer après une montée. C'est toujours pareil, hein, on latéralise, hein, ça se voit même ici. Et donc, au final, eh bien, nous latéralisons, nous rangeons. On peut même revenir sur le support ici pour repartir à la hausse. C'est tout à fait probable et possible. Mais dans l'attente, voilà, on voit tout de même que ça commence à frémir. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette espèce de tendance baissière. C'est maintenant, on est rentré dans un range. Et pendant le range, il y a des altcoins qui peuvent pumper, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et ce qui explique pourquoi ce graphe commence maintenant à repartir vers le nord. Allez, je continue maintenant avec l'analyse graphique. L'analyse graphique, donc ce que je vous expliquais également, c'est que ça n'a quasiment pas évolué depuis le dernier Kaiser News. On a ici du coup notre fameuse résistance qui est extrêmement nucléaire, très difficile à passer, ça va prendre beaucoup de temps, donc n'espérez pas la passer comme ça. 31 848 $, c'est le haut du nuage hebdomadaire que nous avons ici. Résistance qu'on a d'ailleurs effleurée là, vous voyez quand c'est chirurgical, ici. Donc depuis, le cours est en train de baisser. Nous sommes allés titiller cette zone ici, la zone des 28 000, hein, qui est une zone pour moi assez forte, hein, où ça peut tout à fait rebondir. On peut voir que ça a beaucoup travaillé la zone, hein, même au niveau de la lagging spine ici. Donc ça, c'est une zone qui peut marquer la limite basse d'un range, hein, entre justement les 28 000 $ et les 31 848 $. Et si je veux élargir le range, alors j'irai au niveau de la Kijun hebdomadaire. Pour le moment, range dedans, on a des sommets qui sont ascendants, hein, on a des creux qui sont ascendants. Pour moi, c'est bien orienté. La lagging spine est dans notre nuage. Nous sommes au-dessus de la Kijun et la Tenkan au niveau des prix, tout comme la lagging spine. Par contre, on n'est pas sorti du nuage. Donc je dirais que je suis neutre avec un biais légèrement haussier et du moyen terme sur le Bitcoin. Et ça se conforte avec la vision que j'ai du graphe. Donc, pour le moment, il n'y a pas eu tout lieu de paniquer. Et je pense qu'on peut même aller titiller un petit peu ce qui se passe là-haut. Côté Ethereum, alors côté Ethereum, c'est un peu différent parce qu'en fait, il y a ça qui m'embête. Hein. Franchement, ça c'était la mise à jour Shanghai qui s'est bien passée. On a eu un énorme pump. Mais du coup, c'est un peu biaisé parce qu'on a plus vraiment nos sommets ascendants. Vous voyez, on a nos creux ascendants, mais pas vraiment nos sommets. Et ça, s'il y a vraiment des robots, de la smart money qui regardent les cours et qui trade en fonction, ça peut les perturber aussi, ce truc-là. C'est ce que je me dis, moi, en tout cas. Sur l'Ethereum, il y a un petit peu plus de bruit. Donc, on a déjà la lagging spine qui est en dehors du nuage. Donc, il faudrait quand même que ça réintègre le nuage. Mais le problème, c'est qu'on a un niveau ici, les 1870, qui est solide. Hein. On peut voir, hein, ça, la lagging spine a beaucoup travaillé ce niveau. Hein, voyez, donc là, elle va venir s'y reconfronter. Donc, je pense que ça va travailler. Si vraiment le Bitcoin, après, il repart vers le nord, je pense que ça repartira au nord. Et du coup, ça redeviendra à support. Et là, ça me ferait bien plaisir. Parce qu'il est quand même assez puissant, celui-ci. Donc, on va peut-être le travailler un petit peu quand même, comme on l'a fait d'ailleurs ici. Pour le reste, on a les 1827. Ça, c'est aussi en daily. On a vu que c'était vraiment la SSB du nuage daily. C'est un grand plateau. Hein, donc, c'est la raison pour laquelle ici, ça s'est arrêté net. En tout cas, au niveau des cours, hein, la lagging spine a bien rebondi dessus. Donc, je dirais que côté Ethereum, c'est un peu plus fouillis. Mais je pense que ça peut quand même repartir vers le nord, sous réserve que le Bitcoin reparte vers le nord. Sinon, côté calendrier économique, eh bien écoutez, on s'en est pas mal tiré, j'ai envie de vous dire. Le core CPI 0,2, c'est ce qu'on attendait. Le CPI, donc ça c'est l'inflation, hein, tout simplement aux États-Unis, 3,2%, on attendait 3,3%. C'est pas beau ça, on a gagné 0,1%. Mais nous avions 3%. Ça veut dire que grosso modo, même si on a gagné par rapport à ce qui était attendu, on a quand même perdu. Donc on a plus d'inflation. L'inflation, elle repart petit à petit, 3,2. Or, ce qu'a dit la Fed, elle vise 2%. Mais on a la décision sur l'augmentation de nos taux qui arrive en septembre. Ça veut dire que la Fed va peut-être être obligée de revoir encore une fois sa politique des taux et de refaire une augmentation des taux. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui est en train d'être pricé en ce moment par le marché. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a un peu plus de chômeurs. Bon, ça c'est quand même pas mal pour l'inflation, pas trop pour l'économie. Mais bon, de toute façon, c'est l'un ou l'autre, il faut choisir. Et côté PPI, l'index des prix à la production, on a encore une augmentation de 0,3%. Ça, c'est pas terrible, parce que ça veut dire que pour le consommateur final, on aura également une augmentation des prix, donc une augmentation de l'inflation. Pour le reste, là, est-ce que je vais revenir dessus? Curve, je vous en avais parlé, c'était le fameux hacker qui a rendu une partie des fonds, etc. Mais pas tout, hein, pas ceux de Curve justement, mais par contre ceux d'Alchemix et JPEG, oui, parce qu'ils croient à ces deux protocoles. Donc Curve l'a attaqué, hein, ça c'est sûr. UOB, donc là je vous avais dit, hein, attention UOB, retirez vos fonds. Hein, je sais que c'est un peu FUD, mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc il y en a plein qui vous disent non mais c'est n'importe quoi. Le FUD attire le FUD, donc faites attention. Si vous avez des fonds, retirez-les, on ne sait jamais. En tout cas, voilà, il y a eu des transactions suspectes avec UOB, je vous en ai parlé. Apparemment, il y a des personnes qui ont été arrêtées. Il y a une enquête qui est en cours, avec des sociétés écrans chinoises, etc. Un peu compliqué. Tron, il y aurait peut-être une synergie avec Tron dedans. Bref, donc là, il y a eu un gros FUD sur UOB. Ils ont été délestés de pas mal de leurs fonds. Et là, il y a une baleine qui a remis énormément de fonds sur UOB. Alors, il y en a beaucoup qui disent que ça vient finalement de trop de Justin Sun. UOB dit que pas du tout, c'est absolument pas lui. D'autres disent que si, c'est lui. Bon, bref, je sais pas trop. Bon, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Et là, c'est pas très très clair.
Sinon, le PayPal, on a toujours ce fameux stablecoin qui va sortir. C'est la raison pour laquelle, vu que c'est une très bonne nouvelle, je l'ai laissé ici. Et puis la SEC, pourquoi je vous ai mis la SEC? Oui, elle a retiré... Oui. Elle a repoussé de 2 mois, finalement, sa décision par rapport à l'ETF Bitcoin Spot ARK. Donc la décision était attendue là, finalement, elle a repoussé de 2 mois. C'est le Far West là-bas, hein. On ne sait pas du tout sur quel pied danser, ça repousse les échéances, etc. Mais de toute façon, il y en a tellement maintenant de TF Bitcoin qui ont été demandés, elle ne pourra pas repousser ad vitam aeternam. Le TF BlackRock s'est prononcé pour mars 2024, et BlackRock, c'est pas ARK, c'est beaucoup plus gros, et donc tout cumulé, je ne pense pas qu'elle pourra encore jouer longtemps la montre. Donc à voir, mais bon, à mon avis, ça devrait se décanter début 2024 comme prévu. En tout cas, je l'espère, parce que ça sera également, après le halving, le deuxième catalyseur qui devrait amorcer le bull run, à mon sens. Je continue maintenant avec l'analyse du top 15 crypto. Donc, j'ai pas non plus énormément de choses à dire, malheureusement, parce que vous pouvez voir que les variations sont hyper faibles. Vous voyez ? Donc, grosso modo, Tether, BNB, bah, il a toujours pas dépassé ses 255 $, hein, lui. Hein. Ça végète. XRP, il repère de 1%, hein, quand même. Le XRP, ouais, bah, c'est normal. En même temps, je crois que la SEC a annoncé qu'elle allait faire appel. Parce qu'il y a trop d'impact par rapport au fait que XRP ne soit pas une securities. Donc, elle va faire appel. Bref, on repart pour un tour. Le Dogecoin qui reprend 1%. Hein. Là, il reprend un peu du poil de la bête, c'est le cas de le dire. Donc du coup, il est venu supplanter Cardano qui lui a perdu 2%. Hein, il se tire la bourre. Même les trois, hein, Solana aussi qui a repris 1%. Pas mal aussi Solana. Là, les trois, ils sont dans un mouchoir de poche. Le Tron, il a pas du tout de FUD hein, sur le Tron. Il a repris 1%. Zen. Polygon qui repère 1%. Polkadot aussi. Le Lycon encore 1% en moins. Hein, dis donc, le halving, lui... attendons. Après, si jamais ça repart, le Litecoin, on verra dans quelle mesure, à quel moment, etc. On pourra après faire des petites extrapolations, c'est sympa. Et le Shiba Inu qui reprend 3%. Hein. À mon avis, ça c'est l'arrivée du Shibarium. Je vous l'ai dit, hein, ça phosphore sur Shiba Inu. Faut que je l'étudie vraiment celle-ci. Hein. Faut vraiment que je prenne le temps de l'étudier. Shiba Inu, il y a peut-être des choses à faire. Ok, et bien écoutez, je vous propose maintenant de démarrer directement avec l'analyse de nos tokens. Donc au début avec le Akash Network, 26% en plus. J'aime bien Akash Network, hein. J'en ai pris il y a pas mal de temps, il n'arrête pas de grimper celui-ci, c'est incroyable. Donc ça c'est une plateforme décentralisée hein, qui permet l'achat et la revente de ressources informatiques, donc tout ce qui est GPU, etc. Et ça fonctionne d'ailleurs avec des enchères inversées, c'est le client qui indique son prix, et derrière c'est les fournisseurs qui vont se battre pour remporter le deal, tout simplement. Ensuite on a le Flux qui a pris 8%, alors moi j'aime beaucoup le projet Flux, hein. L'équipe qui est derrière elle est très pushy, c'est des vrais techniciens, ils communiquent énormément sur le Discord, mais c'est vrai que depuis janvier 2022, le token il s'est pris une énorme claque, hein. Il était à 3,3, 3,4 de mémoire, il est revenu là à 0,4, il a été divisé par 6, 7, c'est l'horreur, hein. Il s'est vraiment pris une rouste, hein. Franchement... Et donc le Flux, ça c'est un réseau d'infrastructure. Donc il est à la fois d'ailleurs Proof of Stake et Proof of Work. Et il propose, maintenant c'est comme un méga ordinateur sur lequel on peut faire tourner des applications. Et il permet même d'héberger des sites WordPress maintenant. Donc ça c'est quand même pas mal. D'ailleurs, quand la nouvelle a été annoncée, franchement je pensais que ça allait beaucoup plus prendre que ça. Hein. Ça n'a pas énormément pris un WordPress, en tout cas pour le moment. Et donc là, ils sont vraiment focus sur tout ce qui est Proof of Useful Work. C'est-à-dire, on va utiliser nos cartes graphiques. Alors logiquement, quand on fait du Proof of Work, on utilise nos cartes graphiques, la puissance de calcul, pour une opération mathématique qui ne sert strictement à rien à part à déterminer qui va remporter le minage du bloc. Oui, mais ça ne sert à rien. Le calcul, tout ce qui est calculé par les cartes ne sert strictement à rien. Et donc le Proof of Useful Work, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cartes, elles vont travailler certes, mais pour quelque chose. Plutôt que d'être le premier à trouver un nombre qui est hyper compliqué à trouver, qui nécessite des calculs, on va les faire travailler sur l'intelligence artificielle, donc alimenter les moteurs d'intelligence artificielle, alimenter le médical, alimenter des modèles 3D de protéines, etc. Bref, sur plein de choses, mais voilà, en fait, ça sera du temps de calcul qui sert à quelque chose. Ensuite, on a AEL qui a pris 3%. Alors, AEL, rappelez-vous, ça c'est une blockchain de layer 1 dans laquelle donc, nous avons une chaîne principale et puis on a des chaînes parallèles. Et les chaînes parallèles sont reliées à la chaîne principale et donc utilisent la sécurité de la chaîne principale, etc. Mais par contre, attention, les chaînes parallèles ne sont pas reliées entre elles. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont que reliées du coup à la blockchain principale. Ça veut dire que du coup, on peut facilement en exclure une si on a besoin d'en débrancher une. Vous voyez? C'est donc plus scalable, etc. Chaque parallèle chaîne a un domaine fonctionnel qui lui est propre. Par exemple, on va avoir la parallèle chaîne spécifique pour l'identité numérique, une autre spécifique pour les actifs numériques, une autre pour l'assurance, etc., etc. Donc ils utilisent le consensus des postes et donc de par le mécanisme que je vous ai décrit, ils peuvent adresser une grande variété de problématiques. Je continue sur les 48 dernières heures, Akash Network, j'en ai parlé, Rocket Pool, ça c'est du staking ETH, alors je suis pas retourné voir depuis la dernière fois, mais à l'époque on pouvait juste staker 16 ETH et on avait d'ailleurs des rendements de l'ordre d'un peu plus de 7% de mémoire.
Faudrait que j'y retourne, mais en tout cas, il a repris 10%, il est 77e, ça marche bien. Hein. Bon, c'est comme le Lido, hein, tout ce qui est staking ETH, ça marche très bien. Aptos qui a pris 7%. Ça, c'est notre fameuse blockchain de Layer 1. On en avait pas mal parlé dans les Kaiser News quand elle était sortie. Elle avait d'ailleurs bien pumpé et elle a été faite en fait avec le langage Move, le langage de Facebook. Donc elle est très rapide, très scalable, etc. Et c'est vrai qu'elle avait bonne presse. Elle est quand même 35e, ce qui est pas mal du tout. Hein. Ensuite, sur les 7 derniers jours à Cash Network, j'en ai parlé. Merit Cycle qui a pris 33%, pas mal. Alors Merit Cycle, ça c'est vraiment orienté gaming. Donc déjà, on a une gouvernance qui est assez forte et à travers la DAO, ils vont décider d'investir ou non dans des projets qui sont Web3. Eux-mêmes développent des jeux, eux-mêmes développent d'ailleurs des NFT pour les jeux. On peut également d'ailleurs staker ces tokens sur le portail. Donc bien un Merit Cycle. Et puis on a Golem qui a pris 9%. Golem, ça c'est notre fameux super ordinateur. Vous savez, il est constitué de nodes. Tous ces nodes vont générer une forte puissance de calcul qui peut être d'ailleurs utilisé par des utilisateurs contre rémunération, bien évidemment. Et ce, à travers une plateforme open source, flexible, adaptative, etc. Donc pas mal fait, hein. Allez, je continue maintenant avec les tokens Orange, rang 251 800, et ça continue, Fortnite, BRBrix qui reprend encore 72%, il est 483e. J'ai presque envie de vous dire maintenant, dès qu'on va sniper un jeton qui vient de Reddit, hein, il va falloir qu'on le prenne, hein, parce qu'ils n'arrêtent pas d'augmenter ceux-là. Hein. 72%, donc ça je vous l'ai déjà expliqué, il y a un forum Fortnite qui est sorti sur Reddit, du coup il y a le token Brix qui est sorti, et ceux qui participent au forum gagnent ce genre de token, donc bravo. Echelon Prime qui a pris 31%, 76 places en plus. Donc ça, c'est une fondation Echelon qui a été propulsée par le jeu Parallel, pour ceux qui connaissent. C'est une sorte de jeu de science-fiction qui est basé sur des cartes. Et donc la fondation Echelon, elle a créé des outils d'infra pour booster justement l'industrie du gaming. Donc ça peut être une bibliothèque de smart contracts, une gouvernance, une distribution de tokens, etc. Et d'ailleurs, à travers la plateforme d'Echelon, on peut soit faire du stacking, soit voter pour des propositions à travers la gouvernance, etc. Et ensuite, on a Koback qui a pris 21%. Alors, Koback, ça c'est coréen. C'est une espèce d'application donc qui est sur Android et iOS qui regroupe plein de choses. On peut avoir des news, on va avoir des forums. Donc, on est invité à participer au forum contre rémunération, etc. On peut avoir le prix des derniers tokens crypto. Et puis, on a également le Koback Cash qui est une sorte de wallet avec lequel on peut payer dans beaucoup de commerçants en Corée. Et d'ailleurs, pour chaque paiement, on va être récompensé avec des rewards. Donc, c'est quand même un cercle toujours vertueux. Donc, lui, c'est pas mal. Hein. Je crois qu'il y a plus de 400 000 utilisateurs de cette application en Corée. Donc, c'est quand même important. Je continue ensuite sur les 48 dernières heures. Donc, Fortnite BRBrix, pareil, il a extrêmement bien pumpé. TorSwap, 155% sur les 48 dernières heures. C'est pas mal aussi, TorSwap. Hein. C'est une plateforme de swap cross-chain, multi-chain, un peu comme Jumper, un peu comme Squid. Et donc, il exploite les chaînes Ethereum, Avalanche, Binance, et puis du coup la chaîne native de Tor. Donc, on peut faire du staking dessus, hein, Bitcoin, Ethereum, Atom, etc. Et puis, on peut également staker les fameux tokens Tor, et je crois que c'est aux alentours de 45% de rewards, donc pas mal. Franchement, la plateforme, elle est bien faite, elle est claire, elle est épurée. J'aime bien le genre de plateforme où on s'y retrouve facilement. Echelon Prime, j'en ai parlé. Fortnite Breaks, lui, il a pris 1290% à x12. Hein. Ça, il faut vraiment les sniper, ceux-là, dès qu'ils sortent. Taraxa, qui a pris 496%. Hein. Bravo à ceux qu'on avait pris. Alors là, je crois qu'il y a eu quand même une petite baisse, hein, donc n'oubliez pas de TP hein, quand ça pump bien. Ça, c'est notre fameuse, hein, vous savez, blockchain de Layer 1 qui utilise la technologie des DAG, hein, les Direct Acyclic Graph, un peu comme Federa et Phantom. Donc scalable, rapide, 5000 transactions secondes. Application Ethereum déployable en un clic, on peut la miner avec n'importe quoi, un ordinateur lambda, Raspberry aussi. Donc bien Taraxa et TorSwap, j'en ai parlé. Je passe maintenant au token Red. Red is dead, n'oubliez jamais ça. 801 à 2000, hein, donc attention quand même risqué, pas plus de 10% dans votre portefeuille. Hein. On commence avec Paragons DAO. Ah bah ça justement, c'est le jeu de gouvernance du jeu parallèle du coup, donc le fameux jeu de cartes. Donc a pris 24%. Label Foundation, tiens, celui-ci, je suis content qu'il apparaisse ici parce que on le voit souvent dans les tokens à potentiel des Kaiser News. Hein. Il a repris 18%. Ça, c'est du streaming musical. Hein. Ça récompense à la fois les créateurs et les utilisateurs. Toujours pareil, ce fameux cercle vertueux. Et puis Gamma Strategy qui a pris 17%, qui est de mémoire un AMM. Allez, je continue sur les 48 dernières heures. On a Unibright qui a pris 23%. Alors, Unibright, rappelez-vous, c'est la fameuse société allemande qui propose des solutions de blockchain. Donc, ils vont proposer la création et le déploiement de smart contracts, la création de tokens, des solutions de tokenisation, l'accès à des workshops. D'ailleurs, ils ont un token, hein, c'est l'UBT, et l'UBT permet justement, si on en a, d'accéder à ces fameux workshops. Et ils travaillent d'ailleurs avec des grands, hein, ils travaillent avec SAP, ils sont partenaires Microsoft, ils travaillent avec Lufthansa, etc.
Bref, donc voilà, société quand même qui tient bien la route, 23% en plus. Valabel Fondation, 20% sur les 48 dernières heures. Et Paragons DAO, 17%. Ensuite, sur les 7 derniers jours, j'attends toujours qu'il redescende, hein, Win. Il m'intéresse à Win Protocol, à 1094e. Ça, c'est un protocole qui propose une architecture pour créer des jeux Web3, mais des jeux axés sur le gambling, les jeux de hasard, les jeux d'argent, etc. Et je sais que ça va en poupe, je sais que ça va encore prendre sur les cryptos, donc j'aimerais bien me positionner dessus, mais j'arrive pas à trouver un point d'entrée. Il n'arrête pas de monter, j'aimerais bien qu'il retrace un coup. Donc j'attends, mais bon, celui-ci en tout cas il m'intéresse. Arc ensuite qui a pris 103%. Arc, ça propose une suite d'outils pour créer des applications décentralisées sur n'importe quelle blockchain EVM compatible, sur Phantom également, sur la Binance Smart Chain et sur Avalanche de mémoire. Donc ça, on va utiliser en fait un réacteur qui est d'ailleurs alimenté par l'IA pour générer du code, etc. et faire de l'optimisation de code. En plus, c'est assez visuel hein, pour créer des applications, c'est pas mal fait. Donc en plus de ça, ils vont proposer une marketplace avec plein d'applications décentralisées qui ont été créées. Et ils ont également toute une plateforme DeFi avec laquelle les applications peuvent interagir. Et sur cette plateforme DeFi, on va avoir du swap et on va avoir du farming notamment. Donc voilà ce que ça fait. Et puis ensuite, on a Asset qui a pris 29%. Alors Asset, c'est surtout, j'ai regardé, c'est un peu confus. Ils ont mis des jeux, du staking dedans. Je pense que vraiment, le fer de lance de Asset, c'est le staking. Donc ils vont proposer du staking avec des très bons rendements, mais il faut bloquer ces jetons longtemps. Par exemple, si vous bloquez vos BUSD pendant un an, vous allez avoir un rendement de 107% sur les jetons bloqués. Mais ça reste quand même, il faut bloquer ces tokens, vous voyez, c'est ça qui est vraiment pas top. Et d'ailleurs, si vous mettez ça dans une pool de liquidité avec du BUSD et de l'ACT, qui est le token de Asset, je crois qu'il y a des rewards de 467% si vous restez pendant un an. Mais bon, on ne sait pas comment va évoluer le token ACT. Voilà, moi je trouve ça hyper risqué, hein. Moi, toujours mon conseil, et je vous l'ai souvent dit, ne bloquez pas vos tokens. Voilà, ça c'est le conseil numéro 1. Donc moi, personnellement, je n'irai pas dessus. Après, vous faites comme vous voulez. Et ça propose aussi des petits jeux Shifumi, des petits jeux de dés, etc. J'ai pas trop compris l'utilité. Pour moi, voilà, il faut bloquer les jetons, on gagne des rewards avec le risque que cela occasionne. Allez, je continue maintenant avec les catégories tendances ainsi que les cryptos qui ont le plus été recherchés sur Internet. Concernant les catégories, alors je ne vais pas tout refaire dans les détails, hein, je le fais tous les vendredis, mais ici on va aller un petit peu plus vite parce qu'on n'a pas vraiment eu de changement, hein, comme on peut le voir. Donc on a les exchanges centralisés, la DeFi, donc c'est toujours eux qui mènent le haut du tableau, hein. Effectivement, la DeFi c'est la crypto, ça c'est clair, c'est indissociable. Les mêmes coins, ils ont gagné une place d'ailleurs, ils sont passés au-dessus des liquid staking tokens, incroyable, 18 milliards. Et les liquid staking tokens, 17 milliards. Ah oui, ils ont progressé de 6% quand même. C'est vrai que les mêmes, hein, c'est indissociable des cryptos, hein, c'est vraiment ce qu'on peut se dire. Liquid staking token, ils ont quand même progressé. Ah oui, parce que Ethereum 2.0 a progressé de 1,7%. Ça marche toujours très bien, le staking d'Ethereum. La gouvernance, légère baisse. Bon, c'est quand même indissociable de la crypto. Les NFT, encore, ils ont perdu 2%. Ils n'arrêtent pas de perdre des NFT, hein. Ils sont devenus 11e. Ils se rapprochent des Layer 2, qui d'ailleurs, eux aussi, ont bien perdu. C'est étonnant, parce qu'on s'en sert beaucoup des Layer 2, mais bon. Ok, les DEX, ils ont gagné un petit peu comme les exchanges centralisés, bien noté. Le gaming, c'est pareil, légèrement, ça progresse quand même. Et les AMM, 1,87. Et les catégories qui ont le plus performé ces 2 dernières semaines, c'est évidemment le gambling, hein. C'est pour ça que le WinRare, là, j'aimerais bien le prendre, celui-ci. Le LSDFi, ah c'est marrant ça, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, hein. Vous savez, c'est la DeFi avec les LSD, hein, les fameux tokens issus du liquid staking. Ça, c'est vrai que ça plaît de plus en plus. Les guildes, les scholarships, ça c'est pareil, on en a pas mal parlé aussi, hein, avec le fameux token guide là qui avait bien boosté. Ensuite, nous avons les Telegram bots, c'est pareil, on l'avait vu avec Unibot, ça rappelez-vous le bot sur Telegram. Et puis le Real World Asset RWA, c'est vrai que la tokenisation, on en parle tout le temps, mais c'est de plus en plus répandu, c'est du centrifuge, etc. Ensuite, les tokens qui ont été le plus recherchés là sur les 24 dernières heures, qu'est-ce qu'on a? Xen Crypto qui a pris 33% encore. Alors Xen Crypto, j'en avais pas mal parlé avant, ça. C'est en fait, nous sommes nous-mêmes la banque, c'est-à-dire que nous pouvons minter notre propre monnaie sur les principales blockchains. Donc évidemment, il y aura une forte inflation parce que tout le monde va vouloir minter ces monnaies, mais par contre, le truc, c'est que au fur et à mesure qu'on fait les demandes, le délai d'obtention des jetons devient de plus en plus important. C'est d'ailleurs, je crois, un ancien de Google, hein, qui avait créé ce système-là, et il avait extrêmement bien performé. Et là, je pense qu'il en a un petit peu perdu, mais franchement, là, il vient d'ailleurs de reprendre 33%. J'ai pas regardé ce qui s'était passé, mais pas mal, hein, le pump ici, hein. Ensuite, on a WorldCoin, qui elle a perdu 8%, hein. WorldCoin, pour rappel, hein, ça a été créé par le fondateur de ChatGPT, donc à partir de là, il y a eu pas mal de buzz. Et ça, en fait, ça propose de créer sa propre identité numérique en prenant une trace biométrique de notre personne, à savoir l'iris de l'œil.
pour vraiment tamponner notre identité. Et donc là, il y a pas mal de... ça cause pas mal de conflits, de remous, hein. Les États ne veulent pas forcément que les citoyens viennent se faire scanner l'iris. On ne sait pas ce qui va être fait de ces datas, c'est toujours la même histoire. Donc, bon, border. Bon, en tout cas, voilà, il y a eu un beau pump au début. Là, ça commence un peu à partir un petit peu dans les bas-fonds. Après, ça peut tout à fait bien pumper, hein. Le mec qui l'a créé, c'est celui qui a créé ChatGPT. Donc, il peut y avoir peut-être une interconnexion entre les deux qui peut se faire. Donc, on n'est jamais à l'abri d'un pump là-dessus, hein. Tara, donc ça j'en ai parlé, il a perdu 16%, hein, c'est pour ça qu'il faut toujours quand même prendre des TP sur les tokens, bon ça vous le savez avec le temps. Le WorldCoin sur les 48 dernières heures, c'est lui qui a été le plus recherché effectivement, hein. Je pense qu'il y en a plein qui ont des WorldCoins illégales, mais comme ça baisse, les gens regardent ce qui se passe. Unibot, tiens, Unibot, ça c'est notre fameux bot sur Telegram, j'en ai parlé juste au-dessus. Donc ça, c'est un bot, hein, qui permet de faire du trading on-chain beaucoup plus rapidement que sur Uniswap, 6 fois plus rapide. On peut faire plusieurs ordres en plus, c'est pas mal fait. Et il est assez convivial, bien ce bot, hein. Et puis Taraxa, voilà, j'en ai déjà parlé. Allez, je continue maintenant avec l'écran final. Alors comme je vous l'ai dit, il va être fait. J'attends de finir ma vidéo sur SmartDex, là je suis vraiment en plein dessus, et quand j'aurai terminé, je vais me réattaquer au Kaiser News pour modifier un petit peu ces écrans-là. Mais bon, pour le moment, on continue avec ça. Donc ça, ce sont les tokens qui ont le plus souvent pumpé. Il n'y a pas eu de modification, donc je ne vais pas revenir dessus à nouveau, hein. C'était déjà dans ma vidéo de mardi. Donc ensuite, on a nos petites pré-sales ici. Pour rappel, donc j'avais moi participé à une pré-sales, Love 8 In, où j'avais gagné 200%. Ça veut dire que si je mets 100 $, je récupère 200 $. Donc j'ai 300 $ en tout. Donc je me suis dit, super, j'ai analysé les métriques sur Telegram, sur Twitter, etc. Le poids de la communauté, tout ça. Je vous avais présenté ça dans des précédents Kaiser News. Et j'ai donc essayé de retrouver des pré-sales qui étaient à peu près similaires. Donc j'ai retrouvé quoi? J'ai retrouvé iDodge. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal iDodge, je vais y aller. Et pan, je me suis pris 66% dans les dents. Alors, c'est-à-dire que j'ai une perte de 66% par rapport à ce que j'ai misé dessus, mais j'ai conservé 45% de mes tokens. Donc, j'ai envie de vous dire, la perte aujourd'hui, elle est là, mais elle n'est pas avérée. Elle sera avérée quand j'aurai revendu mes tokens. Mais bon, pour le moment, je ne vais pas les revendre parce que ça ne sert à rien. Si jamais ça part un petit peu, je les revendrai, évidemment. Et puis il faut aussi savoir, attention, du coup, hein, je vous avais bien expliqué le problème qu'on a eu versus Love 18, c'est qu'avec iDodge, le mint des tokens s'est fait exactement au même moment que le trade du token. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps de récupérer mes tokens pour aller directement les revendre. Donc j'ai mis beaucoup de temps à récupérer mes tokens, hein, parce que quand on va faire claim, tout le monde fait claim en même temps et j'avais pas mis le mode agressif sur MetaMask, grosse erreur. Du coup j'ai mis trop de temps à récupérer mes tokens et quand je suis allé sur les exchanges pour les échanger, forcément le cours avait déjà dumpé, donc ça pas top. Donc voilà, il faut vraiment, ça c'est très important, je le redis à chaque fois, il faut qu'on puisse claimer nos tokens avant que le trade débute. Et ça, on verra ce que propose du coup DigiToad et Wall Street même à ce sujet-là. DigiToad, ça finit le 15 août la pré-sales. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra, peut-être le 20, 21 août, on pourra commencer à trader les tokens. Est-ce que je pourrais les claim d'ici là? On verra bien. Mais apparemment, ils vont directement être virés sur l'adresse. C'est ce que j'ai compris, donc je vais voir ça. Mais en tout cas, ils ont récolté 6,84 millions de dollars, c'est quand même pas mal. Et je sais que là, maintenant, ça y est, il y a un AMA qui va avoir lieu le 14 août, comme par hasard, une journée avant la date de fin des pré-sales. Ils viennent également de sortir leur game, leur jeu, là. Donc tout ça peut justement inciter les utilisateurs à garder un petit peu leurs tokens. Et si les utilisateurs gardent leurs tokens, moi, ça m'arrange que moi, je veux les revendre. Et du coup, j'ai réaugmenté mon espérance de gain à 25%. Voilà, je vous le dis, je suis tout à fait honnête avec vous. J'ai peut-être une chance de me faire un peu de gain avec le DigiToad. Et ensuite, on a Wall Street même. Alors, eux, ils en sont à 23 millions de dollars de récoltés. 93%. Pas mal, hein. Ça se termine bientôt aussi, hein, Wall Street même. Il faut que je sois au taquet aussi. Pour moi, je vais faire 100% là-dessus. Après, toujours pareil. Est-ce que je peux claimer en même temps, trader, etc. Ensuite, on a donc Arkway et Neon. Ça, c'était les deux pré-sales sur CoinList. Je me suis fait une petite analyse que je partage avec vous. Est-ce que c'est rentable ou pas, du coup, d'investir avec CoinList dans les pré-sales aujourd'hui? Arkway, j'ai perdu 40%. Je vous le dis, c'est que j'ai acheté le token à 20 centimes, là il est à 10 centimes, voire même peut-être moins maintenant, je n'ai pas regardé. Néon, 25%, j'ai conservé 10% des tokens. Bon, voilà, 5%, c'est pas mal. Et puis il y a Chainflip qui arrive, je ne me suis toujours pas inscrit. Je trouve, voilà, il y a eu les premiers rounds de tokens étaient entre 10 et 50 centimes. Là, il propose à 1,83 $ sur CoinList. Je trouve que c'est vraiment cher, moi, personnellement. Ensuite, SmartDex. Donc, SmartDex, je suis à 400% de gain. Ça, c'est très bien. Mon petit SmartDex, ça, c'est parfait, hein. Là, ils proposent une solution, eux, justement, contre l'impermanent loss. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout, hein, sur Uniswap, etc. Et c'est quelque chose, quoi qu'il arrive, qui est défavorable, il faut le savoir. Et donc, SmartDex lutte contre ça et propose même de transformer l'impermanent loss en impermanent gain dans certains cas.
Et donc, pour qu'on soit sûr du résultat, ils ont fait même un simulateur on-chain. Voilà, comme ça, on peut voir en temps réel les performances de SmartDex versus tous les autres DEX. Et c'est sans égal. C'est la raison pour laquelle je n'ai fait que 5% de TP dessus. Mais quand même, voilà, mon mindset, il faut toujours faire des TP quand on fait des gains, vous voyez. Mais là, c'est sur du long terme. Donc, j'ai fait un petit TP, histoire de dire, j'ai fait un TP pour ma psycho, mais c'est sur du long terme. Et le MEV-Free, par contre, j'ai récupéré 75%, voilà, parce qu'il a quand même très très bien pumpé, celui-ci. Hein. Pour rappel, la MEV-Free, ça s'attaque à la MEV. Hein. La MEV, hein, pour rappel, c'est quand vous faites des transactions sur Ethereum, toutes les transactions vont dans ce qu'on appelle une même pool. Et à partir de là, il existe des robots qui vont scanner la même pool. Donc, c'est-à-dire la même pool avant que ce soit mis dans un bloc. Vous voyez, c'est dans une sorte en fait de sas transitoire. Voilà, c'est là qu'elle s'accumule. Et donc, il y a des bots qui vont regarder ce qu'il y a dans la même pool. Tout est transparent sur la blockchain. Et s'il y a un gros ordre, par exemple, je sais pas moi, achat de 100 ETH qui est prévu, bah, ils vont se dire forcément, alors c'est peut-être pas un bon exemple sur l'ETH, à chaque fois je prends un mauvais exemple, mais c'est pas grave, c'est pour l'illustration. S'il y a 100 ETH que je veux acheter, vous voyez, bah forcément, si j'achète ça, ça peut faire monter le cours. Et donc les bots vont mettre un ordre avant, un ordre après. Donc ils vont mettre un ordre avant, acheter, je sais pas moi, 5 ETH juste avant. Mon ordre il passe et ils les revendent après, comme le cours a monté. Voilà, comme ça ils se font un petit peu de bénéfice. Et ils font que ça en fait. Ça c'est la problématique de la MEV. Et donc eux, ils luttent contre ça, MEV Free. C'est-à-dire qu'ils vont en fait lier les transactions. Comme ça, on ne peut pas s'intercaler. Voilà. En fait, on va procéder par bloc de transactions. Oui. Bon, voilà, bref, en tout cas, 350%, voilà, elle est bien montée, celle-ci. J'ai quand même pris des TP, comme ça, j'ai mes gains, je suis heureux. Bon, voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre des commentaires. Je voulais le dire avant, j'ai oublié de le dire. Et comme en général, vous décrochez à ce moment-là, bon, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave, j'essaierai de le dire pour la prochaine vidéo un peu avant. Je vous rappelle également que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Il n'y a aucun token qui est dans ces Kaiser News qui a été sponsorisé. Voilà, ça vient uniquement de mes recherches. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances pour ceux qui y sont et pour ceux qui n'ont pas le bonheur d'y être. Je vous souhaite quand même bon courage. Quant à moi, je vous retrouve du coup mardi pour la Kaiser News Flash. Allez, bye bye!